Le cum que je vous présente ici en photo là, c'est pas n'importe qui, hein. C'est l'empereur carolingien Louis le Pieux. Alors j'imagine, hein, vous allez me dire assez rapidement en commentaire, qu'est-ce qu'il est bien sapé, qu'est-ce qu'il est, comme on disait, qu'est-ce qu'il est swag. Eh bien, en fait, il est représenté un soldat romain, tenant une croix chrétienne, superposée au poème de Laudius Sanctae Crucius de Rabanus Maurus, au IXe siècle. Wow. La question que je me suis posée en voyant cette image, hein, cette superposition, était pourquoi se représenter en tant que soldat romain dans une ère où l'Empire romain n'est plus que l'ombre d'elle-même, n'est plus qu'un empire qui n'existe plus, du moins en Occident. Nous allons voir ici les aspects sociologiques, philosophiques, politiques et idéologiques qui vont pousser les royaumes et empires à se revendiquer de l'Empire romain. Alors, en Europe occidentale, l'idée que la déposition de Romulus Augustule en 476 après Jésus-Christ marque un tournant historique, symbolisant la chute de l'Empire romain d'Occident et le début du Moyen-Âge. Et ceci émerge au début du XIVe siècle sous l'impulsion de Leonardo Bruni. Cette interprétation a été renforcée par Christophe Cellarius à la fin du XVIIe siècle et consolidée par Édouard Gibbon au XVIIIe siècle. Toutefois, il ne s'agit que d'une convention historiographique, car l'idée impériale a perduré bien après la disparition de l'Empire romain d'Occident en Europe occidentale, s'étendant même à des territoires qui n'avaient jamais été sous domination romaine durant l'Antiquité classique. La chute de Constantinople en 1453 est communément reconnue comme marquant la fin de l'Empire romain d'Orient et du Moyen-Âge. Alors certains vont dire que c'est le début de Christophe Colomb et de la découverte de l'Amérique qui marque la fin du Moyen-Âge. Cependant, d'autres historiens affirment que c'est la chute de Constantinople. Cependant, de prétentions majeures à la succession de cet empire sont apparues après cette date. Celle de l'Empire ottoman, hein, dont on avait fait une vidéo, et de l'Empire russe. Le sultan Mehmed II, qui avait conquis Constantinople, revendique le titre d'empereur des Romains, en s'appuyant sur le droit de conquête. Cette revendication s'accordait avec l'idéologie byzantine pour laquelle le contrôle de Constantinople constituait un élément clé de légitimité impériale. Elle fut également soutenue par des figures contemporaines comme Georges de Trébizonde. En 1454, Mehmed II intronisa Gennadius Cholarius en tant que patriarche œcuménique de Constantinople, obtenant ainsi une reconnaissance locale pour son titre. Cependant, cette prétention a été rejetée par l'Église catholique romaine et les États chrétiens d'Europe. Bien que Mehmed II ait envisagé de poursuivre sa légitimité impériale par la conquête de l'Italie, sa mort en 1481 mit un terme à ses ambitions et l'Empire ottoman cessa de viser Rome ou l'Italie. Enfin, elle va se diriger sur d'autres territoires comme les Balkans. Par la suite, les sultans ottomans privilégient l'affrontement avec d'autres prétendants l'héritage romain comme le Saint-Empire romain germanique et l'Empire russe. Enfin, on va voir tout ça bien plus en profondeur, hein. Ne vous inquiétez pas. Permettez-moi de retourner sur l'Empire byzantin. Alors, l'empire que les historiens modernes désignent comme byzantin ne s'est jamais identifié sous ce nom. Jusqu'à la chute de Constantinople, il se définissait comme l'Empire romain, l'Empire des Romains ou encore la Romanie. Après la création du Saint-Empire romain germanique en 800, les chrétiens d'Europe occidentale hésitaient à qualifier l'Empire d'Orient de romain, préférant les termes Empire des Grecs ou Empire grec. En revanche, dans le monde musulman du Levant et d'Extrême-Orient, les habitants de cet empire étaient appelés romains, Roumi, donc dans la langue arabe, tandis que les Européens de l'Ouest, y compris ceux du Saint-Empire, étaient désignés comme les Francs, les Pharaons. D'accord? Donc tout ceci, c'est une question de point de vue. Le terme Byzance renvoie à une ancienne cité du Bosphore renommée Constantinople par l'empereur Constantin en 330. Ce nom, tombé en désuétude, ne refit surface qu'à des fins historiques et poétiques, avant de reperdre un nouveau sens en 1557, lorsque l'érudit allemand Hieronymus Wolff publia le Corpus Historiae Byzanticae, une collection de textes sur l'Empire d'Orient.
À partir de 1648, cette appellation se répandit grâce aux travaux de Philippe Labb et des jésuites français qui éditèrent le De Byzantine Historica Scyloporcubus, pardon, je parle pas très bien latin. En 1680, Ducange renforça cette tendance avec son Historica Byzantia. L'expression Empire byzantin s'installa durablement, surtout parmi les auteurs français du XVIIIe siècle, avant de se généraliser en Occident au XIXe siècle, sous l'influence de Paul George Niebuhr et de son corpus Sirotum Historia Byzantinae. De la même manière, les termes Empire carolingien et Saint-Empire romain germanique ne furent jamais utilisés par leurs contemporains. Ceux-ci parlaient simplement d'Empire romain ou d'Empire des Romains. Ce n'est qu'en 1157, lors des conflits liés à la querelle des investitures, que l'on commença à qualifier l'Empire de saint, donc sacrum, sans pour autant attribuer ce titre à l'empereur lui-même. L'expression Saint-Empire romain germanique apparut vers la fin du XVe siècle et resta peu usitée dans les documents officiels, d'autant qu'elle ne reflétait pas précédemment l'étendue de l'Empire, qui comprenait aussi des territoires romans et slaves. D'autres termes étaient employés comme Empire allemand ou Empire romain allemand. Voltaire résuma cette complexité en 1773, quelques décennies avant la disparition du Saint-Empire, par sa célèbre phrase « Ce corps qui s'appelait et qui s'appelle encore le Saint-Empire romain n'était en aucun cas ni saint, ni romain, ni un empire. » Au début, bon, lui, il faisait de la punchline de l'époque, on va dire ça comme ça. Au début de l'Empire romain, la légitimité reposait principalement sur les institutions héritées de la République romaine et sur une forme de succession dynastique, notamment sous les Julio-Claudiens. À mesure que ces institutions perdaient de leur importance, la légitimité des empereurs se fonda davantage sur leur acclamation par l'armée ou sous la dynastie Antoine sur leur adoption par un prédécesseur. L'Empire romain était également identifié par sa capitale, Rome, mais ce lien s'atténua au IIIe siècle, lors de la crise qui déplaça le centre administratif vers d'autres villes, comme Medialoquium, donc Milan, Nicodémie ou encore Ravenne, qui devint capitale de l'Occident en 402. En 330, Constantin le Grand fixa la nouvelle capitale à Byzance, rebaptisée Constantinople. Parallèlement, le christianisme de l'Empire, au IVe siècle, redéfinit le rôle de l'empereur, désormais perçu comme le protecteur de la foi chrétienne. Ainsi, la question de savoir quel régime politique pouvait légitimement revendiquer l'héritage romain ne dépendait pas d'un seul critère, mais d'un ensemble de facteurs. La domination territoriale, le contrôle des villes de Rome ou Constantinople, la défense de la foi chrétienne contre les menaces extérieures, et dans certains cas, la succession dynastique ou des considérations identitaires. Il y avait un peu de tout, hein. C'était un globi-goulba. Également, je me pose la question, l'Empire romain et le christianisme ont-ils des liens si profonds et si soudés ? Eh bien, depuis le IVe siècle, donc l'édit de Thessalonique en 380, la défense et la promotion du christianisme sont un moteur clé de l'identité impériale. Après cette date, la portée territoriale de l'Empire ou de l'une de ses entités continues n'a jamais exactement coïncidé avec celle de la chrétienté, et les divergences ont conduit à des conflits de légitimité persistants. Le plus important d'entre eux fut le schisme Est-Ouest, qui s'est cristallisé en 1054 à la suite de la lutte de longue date sur la gouvernance et la juridiction, connue sous le nom de différences ecclésiastiques, et sur la doctrine, donc les différences théologiques, et qui peut être considérée à juste titre comme un effet retardé de la problématique des deux empereurs, posée par la création de l'Empire carolingien en 800. Bah ouais, la question c'est lequel est le vrai ? Lequel est un fake, lequel est vrai, un faux et un tox. Des exemples antérieurs incluent la préférence de plusieurs royaumes barbares pendant la période de migration pour l'arianisme, après que le credo de Nicée concurrent eut repris la domination à Constantinople, les Bourguignons jusqu'en 516, les Vandales jusqu'en 534, les Ostrogoths jusqu'en 553, etc., etc.
L'adoption de l'arianisme a protégé les dirigeants de ces royaumes des conflits religieux et des initiatives politiques de Constantinople, tout en étant plus acceptable pour leurs sujets majoritairement catholiques que le paganisme. Il faut savoir qu'à 2 reprises, les empereurs orientaux, annulant pour ainsi dire les effets du schisme de 1054, ont réuni leur église à celle catholique romaine de leurs homologues occidentaux, ce que pour des raisons politiques et sans effet durable. Lors du deuxième concile de Lyon en 1274, l'empereur Michel VIII cherche à apaiser la papauté pour garder sous contrôle ses adversaires francs, et en particulier à contrecarrer les plans de Charles Ier d'Anjou visant à réenvahir l'Empire. En fait, il veut rétablir l'Empire d'antan, tout simplement. L'union n'a jamais été largement acceptée à Constantinople et a été annulée au concile de Blachern en 1285, après la mort de Michel et de Charles. Au concile de Ferrare à Florence, en 1438, l'empereur Jean VIII négocie sous la menace d'une conquête ottomane, mais l'accord d'union rencontra de nouveau une résistance à Constantinople et n'est proclamé que par Isidore de Kiev en décembre 1452, 4 ans après la mort de Jean et trop tard pour empêcher la chute de Constantinople quelques mois plus tard. A l'inverse, la politique des sultans ottomans en tant qu'empereur autoproclamé des Romains soutenait l'indépendance de l'Église orthodoxe de Rome et favorisait parfois des réformes visant à contenir le séparatisme d'inspiration religieuse, comme par exemple la renaissance du patriarcat serbe de Pec en 1557. Du moins, ces efforts se sont affaiblis au fil du temps pour établir l'islam comme seule et unique religion. Le lien entre l'Empire et le christianisme a laissé un héritage profond. Rome demeure aujourd'hui le siège de l'Église catholique, tandis que Constantinople abrite toujours le patriarcat œcuménique orthodoxe, reconnu comme primus inter pares au sein de l'Église orthodoxe orientale. Cependant, comme expliqué, le lien entre christianisme et l'Empire était bel et bien profond, puisque en 1453, lorsque Constantinople s'est effondrée et que les Ottomans ont récupéré le territoire, il n'était toujours pas légitime aux yeux du pape, ni aux yeux de nombreux royaumes, puisqu'il n'était pas chrétien. La transition entre l'Empire romain et l'Empire byzantin est principalement une question de perspective historiographique. Les Byzantins se percevaient eux-mêmes comme les héritiers légitimes de l'Empire romain, aussi bien avant qu'après l'adoption du grec comme langue officielle, au 8e siècle. Les historiens occidentaux situent généralement le début de l'Empire byzantin en 395, après la division de l'Empire romain, d'accord ? Donc à l'ouest, après la mort de Théodose Ier, on va confirmer l'Empire d'Occident. D'autres points de départ sont parfois proposés, comme le transfert de la capitale impériale à Constantinople en 330, ou le règne d'Héraclius, période qui marque la fin de l'Antiquité tardive. Malgré les bouleversements politiques et les périodes de recul territorial au 7e siècle et à la fin du 11e siècle, l'Empire byzantin a maintenu une remarquable continuité institutionnelle jusqu'en 1204. Alors c'est en partie grâce à la résistance de Constantinople, jamais conquise avant cette date. Contrairement aux territoires perdus face aux Avars, aux Slaves, aux musulmans, aucune de ces puissances n'a cherché à revendiquer la légitimité impériale romaine. L'incapacité à s'emparer de Constantinople, malgré de multiples tentatives, semble avoir dissuadé ses adversaires, contrairement aux Ottomans qui se sont approprié ce titre impérial après la prise de la ville en 1453. Alors je me permets de faire des petits rappels. On se retrouve en 913, où Simon Ier de Bulgarie se proclame empereur des Bulgares et des Romains, titre accordé par le patriarche de Constantinople, Nicolas Mystikos. Ce geste déclenche une guerre destructrice entre les deux. Finalement, en 924, l'empereur byzantin Romanos Ier reconnaît Siméon comme empereur des Bulgares, sans toutefois lui accorder la souveraineté sur les Romains, bien évidemment, faut pas déconner. Cette reconnaissance est réaffirmée en 927 avec un accord de paix et un mariage dynastique entre les deux empires. Le titre de tsar, donc César, adopté par les monarques bulgares, demeure jusqu'à l'annexion ottomane. Sous le Second Empire bulgare, la capitale Tarnovo est parfois décrite comme l'héritier de Rome et de Constantinople, avec des contemporains qui la surnomment Tsavegrad Tarnov.
en écho à Tsagrad, le nom donné à Constantinople. Donc le sac dont je vous ai parlé par les croisés en 1204 marque un tournant majeur qui fragmente l'Empire byzantin. L'Empire latin de Constantinople est établi, mais ne contrôle qu'une fraction du territoire byzantin, tandis que les États rivaux émergent. L'Empire de Nicée, l'Empire de Trébizonde et le despotat d'Épire. Parmi eux, l'Empire de Nicée parvient à s'imposer, reprenant Constantinople en 1261 grâce à des alliances. Après 1261, pour ceux qui suivent toujours, la dynastie des Paléologues dirige un empire réduit essentiellement, limité à Constantinople et au Péloponnèse jusqu'à la chute en 1453. Parallèlement, le roi de Serbie se proclame empereur en 1345. Bien que peu reconnu par le patriarche serbe et l'empire bulgare, il n'obtient pas la reconnaissance byzantine. L'empire serbe s'éteint avec la mort de Stéphanouros en 1371. Après la chute de Constantinople, André Paléologue, neveu du dernier empereur byzantin, vend son titre impérial à Charles VIII de France en 1494, puis à Ferdinand d'Aragon en 1502. Ces revendications perdent progressivement leur pertinence au fil des siècles, le titre d'empereur romain devenant davantage symbolique que réel. En fait, ça devient plus qu'une idée, en fait. Maintenant, les chers élèves, dites-moi qui a dit cette citation. Nul ne saurait douter qu'il soit empereur des Romains, celui qui tient le siège de l'Empire dans sa main est empereur de droit, et Constantinople est le centre de l'Empire romain. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Alors, celui qui l'a dit, c'est Georges de Trébizonde, qui est un philosophe grec et secrétaire pontifical. Donc, comme expliqué, en 1453, l'Empire byzantin s'effondre et l'Empire ottoman le remplace et s'auto-déclare la suite légitime de l'Empire romain. Donc, Mehmed II se déclare empereur des Romains. Pour quelle raison? Puisqu'il détient désormais Constantinople, qu'il rebaptise Istanbul par la suite. C'est ici que les sujets de désaccord vont commencer. Alors, Mehmed, son objectif, c'est pas que Constantinople. Il souhaite récupérer Rome, donc envahir Rome par la force, comme il l'a fait avec Constantinople, afin de rétablir l'Empire romain qui n'a pas été réuni depuis 8 siècles. Et c'est ici qu'un problème de taille se présente. C'est-à-dire que s'il est l'héritier légitime de l'Empire romain, pourquoi n'envahirait-il pas tout le territoire européen, comme l'Empire romain réuni avec l'Occident et l'Orient? Mehmed II se proclame empereur romain pour pouvoir s'étendre de façon dynastique. Puisqu'il est le successeur, d'après lui, de l'Empire romain, il a le droit de récupérer tous les territoires occidentaux qui appartenaient à l'ancien Empire romain. Je me permets de rajouter à cela que lorsque les Ottomans eurent des échanges diplomatiques avec le Saint-Empire romain germanique, qui se considérait comme le rétablissement occidental de l'Empire romain, les Ottomans refusèrent d'abord de reconnaître les prétentions impériales de ce dernier, car ils se considéraient comme les seuls successeurs légitimes de Rome. Il ne pouvait pas y en avoir deux. Il y avait, comme qui dirait, comme dans les films de western, un pied tendre de trop dans cette ville, et du moins un empereur romain de trop dans ce territoire. Par la suite, il va y avoir d'autres États qui vont se considérer comme successeurs de l'Empire légitime, comme la Russie, qui se proclamera comme la descendante directe de l'Empire romain et appellera Moscou la capitale la troisième Rome. Le développement de tout un tas d'États-nations qui vont se considérer comme les successeurs légitimes de l'Empire romain va amener des difficultés à l'Empire ottoman qui souhaitait être le seul représentant de cet empire disparu. Alors, il est vrai, je me permets qu'on est allé un peu vite en besogne. Nous avons vu donc la partie orientale, je vais maintenant passer sur la partie occidentale. Quel territoire en Occident, là où l'Empire d'Occident s'effondre en 476, se revendique comme étant l'héritier de l'Empire romain? En fait, cette revendication, elle est forte au niveau idéologique et sociologique. Se revendiquer de cet empire permet de représenter une stabilité, également une puissance, ainsi qu'une autorisation de gouverner sur les autres territoires limitrophes.
Donc dans cette partie occidentale, où l'Empire romain s'effondre dès le 5e siècle, où on peut le dire, c'est un sacré bordel, c'est le foutoir dans ce territoire à la chute de l'Empire. Et ce que rêvent les Occidentaux dans ce bordel généralisé, c'est qu'un empereur revienne pour remettre un peu d'ordre dans tout ce bordel. Donc on se retrouve en 800 avec le couronnement de Charlemagne par le pape Léon III à Rome le jour de Noël de l'an 800 qui symbolisait une continuité avec l'Empire romain d'Orient. À Constantinople, Irène d'Athènes avait destitué son fils Constantin VI, ce qui permettait aux opposants occidentaux de déclarer le trône impérial vacant. Charlemagne espérait ainsi revendiquer le titre d'empereur romain, mais son couronnement s'inscrivait dans un partenariat inédit avec la papauté, comme on pourrait le dire. C'est-à-dire que la papauté cherchait un rétablissement de l'Empire pour pouvoir faire front aux autres patriarches. Vous vous souvenez, on avait fait une vidéo sur les patriarches chrétiens qui dirigeaient la chrétienté sous l'Antiquité tardive. Je vous ramène vers cette vidéo également. Donc l'arrivée au pouvoir de Nicéphore Ier à Constantinople en 802 intensifia le problème des deux empereurs. Les Byzantins et Carolingiens revendiquant chacun la légitimité impériale, Charlemagne tenta de résoudre ce conflit par des alliances matrimoniales, comme l'idée d'épouser Irène, mais ce projet n'aboutit jamais. Les tensions territoriales furent momentanément apaisées grâce à la Pax Nicéphorie. À la mort de Charlemagne, comme qui dirait l'autre, c'est de nouveau le bordel en fait. Donc les successeurs ne contrôlèrent que le nord de l'Italie et l'idée d'un empire unifié faillit disparaître jusqu'à ce qu'Othon Ier, en 962, relance la dignité impériale. Dès lors, les empereurs provenaient presque exclusivement de dynasties germaniques. Ce ne sont plus des latins, mais ça devient des empereurs germains. Parlons d'autres empereurs à présent. Donc des empereurs comme Othon III ou Frédéric II tentèrent de raviver l'héritage romain en s'inspirant de l'Antiquité dans leur politique et cérémonies. Maximilien Ier poursuivit cette tradition au XVIe siècle à travers des œuvres commémoratives incluant des gravures représentant l'iconographie triomphante romaine. Par la suite, il y a l'interdépendance entre l'empereur et le pape. Ça, c'est une sacrée histoire, il faut que je vous en parle, qui suscite des tensions durables. Bien que Charlemagne ait cherché à minimiser l'autorité papale en couronnant lui-même son fils Louis le Pieux en 813, le rôle clé du pape fut rétabli par Othon Ier. Ce lien déclencha des conflits majeurs, notamment la querelle des investitures en 1076, où le pape tenta de s'affirmer comme seul détenteur du pouvoir légitime. Les tensions culminèrent lors du sac de Rome en 1527 par les troupes de Charles Quint, marquant un tournant où l'influence politique de la papauté déclina considérablement. Tout ceci nous amène à une étape cruciale de la Renaissance, où nombreux sont les régimes politiques qui se revendiquent sous diverses formes de successeurs de l'Empire romain, tout en reconnaissant l'existence d'un décalage temporel important entre ce qu'ils considéraient comme l'extinction de l'Empire et leurs propres efforts pour le faire revivre. Ces tentatives sont de plus en plus formulées en termes nationalistes, en phase avec l'époque. Malgré son nom, l'impérialisme européen n'a généralement pas invoqué les souvenirs de l'Empire romain, à la seule exception de l'Italie, durant quelques décennies à la fin du XIXe siècle. Donc parmi les hommes et les nations qui se sont revendiqués du rétablissement de l'Empire romain, nous retrouvons l'Italien Giuseppe Mazzini, figure emblématique du Risorgimento, qui popularise l'idée de la Troisième Rome en lien avec l'unification de l'Italie et la désignation de Rome comme capitale. Il affirmait, après la Rome des empereurs et la Rome des papes, viendra la Rome du peuple. Certains considéraient alors le nouveau royaume d'Italie comme la Troisième Rome. Malgré son développement limité, Rome fut choisie comme capitale en raison de son symbolisme lié à l'Ancien Empire. Mazzini évoquait également l'importance pour l'Italie d'adopter des ambitions impériales qu'il envisageait de concrétiser par la création d'un empire italien. L'Italie devait envahir et coloniser les terres, qu'il décrivait comme la clé de la Méditerranée, affirmant que le pays avait vocation à dominer cette région comme l'avait fait la Rome antique. Parmi les autres États qui se considèrent comme descendants de l'Empire romain, nous retrouvons la Russie. En 472, Ivan III épouse Sophie Paléologue, nièce du dernier empereur byzantin Constantin XI, et adopte les titres de tsar et d'impérator.
Ce titre fut officialisé en 1547, lorsqu'Ivan IV se proclama tsar de toutes les Russies. Plus tard, en 1589, grâce aux efforts de Boris Godunov, le métropolite de Moscou obtint l'autocéphalie du patriarcat de Constantinople, établissant ainsi le patriarcat de Moscou. Ces événements renforcèrent un récit promu par les dirigeants russes, selon lequel la Moscovie se posait comme l'héritière légitime de Byzance, désignée comme la Troisième Rome. En 1492, on qualifia Ivan III de nouveau tsar de Constantin, de la nouvelle ville de Constantin-Moscou, dans l'introduction de sa présentation de la Pâque. Plus tard, en 1510, on écrivit une lettre panégyrique au grand-duc Vassili III, déclarant deux Roms se tomber, la troisième demeure debout et il n'y aura pas de quatrième. Aucun autre royaume orthodoxe ne viendra remplacer le vôtre. En numéro 3, nous retrouvons la monarchie hispano-gothique, qui se présente comme l'héritier de l'Empire romain en Hispanie, notamment à travers des symboles et des titres comme Imperator Totius Hispanae, utilisés par les rois de Castille et de Léon pour affirmer leur suzeraineté et leur égalité avec les dirigeants byzantins et germaniques. Ah, les mecs, ils se prennent pas pour rien, bien évidemment. Sinon, à quoi ça sert d'être roi? En 1502, André Paléologue, dernier prétendant au trône byzantin, lègue son titre impérial au roi catholique d'Espagne, Ferdinand et Isabelle. Cette revendication impériale se renforce avec Charles Ier, qui réunit les couronnes d'Espagne et du Saint-Empire romain germanique en 1519. Sous son règne, l'Espagne se positionne comme un empire universel chrétien, symbolisé par l'Europa Regina, plaçant l'Hispanie au centre. Par la suite, on décale dans le temps. Au XVIIIe siècle, les Bourbons perpétuent cette vision impériale et le nationalisme espagnol revendique une continuité idéologique, culturelle et dynastique avec leur empire romain, notamment par rapport à leur empire et leurs colonies à travers l'Amérique. Ces revendications s'appuient sur des titres impériaux, des conquêtes stratégiques et l'héritage latin, renforcé par la colonisation de l'Amérique, vue comme une prolongation de la mission civilisatrice romaine. En fait, ce sont des civilisés contre les barbares. Donc auparavant, c'était germain contre latin. Là, c'est américain contre hispanique. Certains considèrent encore aujourd'hui Philippe VI comme l'héritier symbolique de Rome. Également, nous allons avoir tout un tas de dynasties qui vont s'auto-proclamer héritiers de l'Empire romain, dont je vais vous citer là. Alors certains spectateurs vont me dire, mais comment ils peuvent se proclamer de l'Empire romain s'ils n'ont rien à voir ? Eh bien, il y a ces régimes qui se considéraient avant tout comme des continuateurs d'une tradition romaine. Tout ceci était une idée un petit peu. Et donc parmi ces régimes, il va y avoir Napoléon Ier, qui va revendiquer l'héritage des empires francs, en particulier celui des Mérovingiens, tout en occultant leur reconnaissance de la suzeraineté de Constantinople. Des liens avec l'Empire romain vont également se mettre en avant, notamment placer son fils en tant qu'héritier dynastique des rois de Rome et le nommer roi de Rome. Il va y avoir également le symbole de l'aigle qui va avoir des similitudes avec l'aigle impérial romain. D'un autre côté, nous avons l'Empire d'Autriche, puis la République autrichienne qui se sont appuyés sur l'imagerie et le symbolisme du Saint-Empire romain germanique. Après la dissolution en 1806, l'aigle impérial est un symbole de l'Autriche, tout comme il l'est en Allemagne. Il y a également la Grèce, avec la Grande Idée, qui émergea après la guerre d'indépendance, visant à recréer un empire byzantin, perçu comme un régime grec dont la capitale serait Constantinople. Ce projet nationaliste, dont les racines remontent à la mentalité populaire, guida la politique étrangère et intérieure du pays tout au long du XIXe siècle et le XXe. Cependant, la mise en œuvre de cette idée après la Première Guerre mondiale échoua dans la guerre gréco-turque. On a également l'Empire allemand, qui est fondé en 1871, qui se revendique de l'héritage du Saint-Empire romain germanique et de l'Empire romain, comme l'illustre la restauration symbolique du palais impérial de Goslar. Plus tard, les nazis désignèrent le régime comme le Troisième Reich, cherchant à s'inspirer dans la continuité du Saint-Empire et de l'Empire allemand, bien que l'usage du terme ait été interdit par une circulaire en 1939. Enfin, la Bulgarie, dont le titre de tsar adopté par Ferdinand Ier en 1908 faisait directement référence à l'Empire romain. Contrairement au tsar russe, ce titre fut traduit en roi dans les langues occidentales plutôt qu'empereur.
Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à l'aimer, la partager, la commenter. Cette vidéo a demandé beaucoup de travail, donc laissez un don sur Tipeee. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!